Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui et de m'accorder de penser à ce séminaire. Avant de commencer, quelques informations pratiques. Donc, merci de bien vouloir couper vos micros pendant toute la durée de la présentation. Les questions seront prises à la fin du séminaire. Vous pourrez alors lever la main via le texte et le déposer directement dans le chat. Nous ferons de notre mieux pour répondre au plus grand nombre de questions compte tenu du temps de parcours. Le séminaire aujourd'hui s'intitule « Le Luxembourg en 2070, 1 million d'habitants et une croissance qui ralentit » et sera tenu par François Pelletier, responsable accès aux données et conformité, et Gabriel Gomez, chef de l'unité modélisation et télévision. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent séminaire. Merci. Bon, merci à toutes et à tous d'être venus pour ce séminaire. Donc aujourd'hui, derrière l'avenir de notre introduction, on va vous présenter la mise à jour de nos projections à long terme. Donc quelque chose à préciser, ces projections sont intactes sur le long terme. Donc elles ne définissent pas un scénario unique sur l'évolution de la démographie et de l'économie à l'horizon 2070, mais plutôt 4 scénarios. Donc elle donne une fourchette. Elle est structurée autour d'une approche éco-démographique qui sera présentée, et elle constitue une mise à jour de la publication de 2017, qui a fait l'objet du scénario économique que j'ai présenté en 2024. Donc cette année, on fait une présentation, mais on fait aussi une publication. Et la publication, elle va sortir aujourd'hui. Le plan de la présentation est le suivant. Donc en première partie, il y aura 2 slides sur la population au Luxembourg en 2026. Ensuite, un rappel sur le modèle éco-démographique du SAPEC. Puis, mon collègue François va vous présenter les projections de la population à l'horizon 2070. Ensuite, je vais vous présenter l'économie à long terme avec quelques indicateurs. Puis, François va brièvement montrer les analyses de sensibilité et je ferai la conclusion. Alors, 2 points principaux sur la population en 2026. Donc, bon, le premier, c'est que la trajectoire démographique au Luxembourg, elle est vraiment singulière. Quand on compare l'évolution du Luxembourg avec l'évolution de l'Union européenne pour la population totale, on constate que depuis 1970, la population luxembourgeoise elle a doublé, alors que la population de l'Union européenne est restée augmentée, mais a connu une augmentation bien moins importante. Si on regarde depuis les années 2000, on voit une augmentation de la population totale de presque 60%. Au 1er janvier 2026, la population elle avoisine les 700 000 habitants. Donc, on a une croissance de la population qui est vraiment exceptionnelle et on va voir par la suite à quoi s'attendre pour les 45 prochaines années, 45 prochaines années. Bon, cette croissance, comme François va vous montrer, elle est tirée principalement par le solde migratoire. Donc, François va vous montrer les contributions à la croissance. Mais ce qu'on voit, bon, c'est que le solde migratoire, au cours des dernières années, il a connu un léger recul. Donc, ce sont les 3 dernières années après le pic après le pic de 2022 lié notamment aux réfugiés. Mais bon, on a un recul du solde migratoire, et ce recul du solde migratoire, il est encore tôt pour faire une estimation si c'est transitoire ou pas, mais ce qu'on constate au cours des dernières années, c'est que les immigrations baissent, alors que l'immigration reste relativement stable. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, on pourrait, à partir du graphique, supposer qu'il y a un problème de attractivité plutôt qu'un problème de rétention. De manière générale, quand on regarde le Luxembourg, il y a d'autres éléments qui sont quand même exceptionnels. Donc le premier,
c'est que près de la moitié de la population résidente est étrangère. Quand on regarde le marché de l'emploi et qu'on va au-delà des frontières et qu'on ajoute aussi les frontaliers, donc on a un marché de l'emploi qui est très international. Le sol migratoire sur la population, en comparaison à l'Europe, on a quelque chose aussi d'assez exceptionnel. Et où le sol migratoire, donc là on parle vraiment de flux, sont très importants par rapport au stock de la population. Bon, ces liens du sol migratoire à l'activité, donc l'emploi, ils sont au cœur du modèle écodémographique. Donc ce modèle, il est constitué de, pour faire un schéma simple, de 5 étapes. Donc la première étape, c'est de déterminer la productivité relative du Luxembourg vis-à-vis des pays voisins. C'est cette productivité relative qui va déterminer les salaires relatifs. Les salaires relatifs, ils vont déterminer la capacité du pays à attirer des travailleurs étrangers. Une fois qu'on détermine le nombre de travailleurs étrangers attirés, on va déduire le solde migratoire. Et c'est ce solde migratoire qui va rentrer dans le calcul de la population. Une fois qu'on a la population, on déduit l'emploi total. Et avec l'emploi total, on peut calculer le PIB potentiel. Donc, ce PIB potentiel, il va être calculé à partir d'une décomposition à la Cobb-Douglas entre capital, travail et progrès technique. Donc, à partir de ça, on a le PIB potentiel. Comme le PIB potentiel, c'est-à-dire l'activité économique, va avoir une influence sur la capacité du pays à attirer des travailleurs étrangers, on fait une itération du modèle. On va faire ça jusqu'au moment où le modèle va converger. Et donc, on passe de première relation, 1, 2, deuxième relation, 2, 3. Ensuite, on va appliquer des hypothèses à long terme. On pourrait donner plus de détails par la suite pour déduire l'emploi total. Ensuite, on a le PIB et on réitère la partie 5 avec. Bon, comme je vous ai dit en introduction, bon, le long terme, c'est difficile de dire avec précision quelle sera la population, quelle sera la croissance à l'horizon si éloigné. On a déjà un peu de mal à dire un horizon de 5 ans, donc 45 ans dans le futur, c'est très loin. Mais on peut donner, on va dire, des trajectoires plausibles et cohérentes. Donc cohérente au niveau des hypothèses, donc en mettant en évidence bien sûr tout ce qui est lien économique, tout ce qui est arbitrage, etc. Donc les 4 scénarios de productivité, donc c'est vraiment le point de départ. Ils vont du scénario le plus pessimiste en termes de productivité jusqu'au scénario le plus optimiste. Donc le scénario 1, vraiment le scénario de faible productivité, suppose que le progrès technique ne connaîtrait pas vraiment d'amélioration pour les prochaines années et que l'investissement demeurerait faible jusqu'à 2070. Le deuxième scénario, appelé investissement intensif, suppose que le progrès technique, certes, il serait faible, mais l'investissement viendrait compenser en quelque sorte cette faiblesse du progrès technique. Le scénario 3, c'est un scénario qui suppose une innovation qui serait importée. Je vous explique. Donc, on suppose qu'il y a des gains de progrès technique. Ces gains de progrès technique, ce gain d'innovation, on pourrait imaginer qu'ils viennent plutôt de l'environnement extérieur. Je pense que ce qui se passe actuellement avec l'IA permet de donner quelque chose de plus tangible par rapport à ça, sans que pour autant il y ait une augmentation de l'investissement. Puis le dernier scénario, bon, dans ce cas, on aurait de forts investissements
combinés à des gains de productivité via le progrès technique. Donc ça nous donne 4 trajectoires de l'évolution de la productivité horaire. Donc du plus pessimiste jusqu'au plus optimiste. Bon, ces trajectoires de productivité horaire, donc elles sont fondées sur ces 2 leviers. Le premier, c'est la productivité totale de facteurs. Donc pour les non-experts, c'est une variable pour certains un peu mystique, dans la mesure où la productivité totale des facteurs, c'est quelque chose de non observable. Donc c'est ce qu'on appelle le progrès technique en économie. Ou les économètres, c'est plutôt un résidu. Bon, bref, c'est tout ce qui explique les gains de productivité qui vont bien au-delà du capital et du travail. Plutôt, c'est la combinaison de ces 2 choses. Au cours des dernières années, les gains de productivité du progrès technique ont été estimés presque nuls, on ne va pas dire inférieurs à 0. Quand on prend la moyenne, on est quelque chose de proche de 0. Donc, les 2 scénarios plus pessimistes, ils supposent que le progrès technique serait autour de sa moyenne jusqu'à 2070, c'est-à-dire plat, donc croissance 0. Les scénarios plus optimistes, ils vont supposer que le progrès technique convergerait à 0,8% de croissance annuelle à l'horizon 2040. Alors, pourquoi 0,8%? 0,8%, ça semblait un peu une fourchette haute, compte tenu des dernières années. Mais il a été aussi choisi, cette valeur a été choisie aussi en lien avec le Aging Report, qui est un document de référence pour les projections de long terme au niveau économique pour l'Union européenne. Donc, dans le Aging Report de 2024, il y a une convergence à 1% en 2040 et puis 0,8% en 2070. Cette convergence à 1% me semblait difficile de vraiment comprendre. Donc, on a opté pour quelque chose de plus facile à imaginer. C'est une convergence à 1 point et puis on n'a pas vraiment de gain, pas d'accélération des gains par la suite. Donc, on est à 0,8%. Sur le taux d'investissement, vous voyez, la fourchette, elle est quand même importante vis-à-vis des valeurs passées. Donc, il faut imaginer ce taux d'investissement à 20% dans les scénarios plus optimistes, comme en étant en effet une valeur très élevée. L'investissement, contrairement à la productivité totale des facteurs, il y a un aspect de politique économique, donc ce qui est l'envie d'investir. Ça, c'est des choix. Le PTF, productivité totale des facteurs, bon, tout le monde a envie de gagner en productivité totale des facteurs. Il y a différentes façons qui sont mises dans la littérature, mais c'est beaucoup moins tangible. Donc là, il faut voir ces scénarios optimistes comme en étant une politique désirée d'augmentation de l'investissement. Il fallait donner un plafond, il fallait donner un cap. Donc, c'est basé sur la meilleure valeur des dernières années arrondie. Ça nous donne les 20%. Pareil pour les scénarios les plus pessimistes. Donc, on prend une moyenne de long terme et on l'arrondit vers le bas, ça donne les 15%. Donc, ces 2 leviers, c'est ce qui va nous donner les 4 scénarios de productivité. Alors, quand on regarde en termes relatifs, on se base sur l'évolution de la productivité supposée dans le Aging Report pour les pays voisins. On fait le ratio des 2. Ça nous donne l'évolution relative de la productivité horaire. Et ensuite, on utilise cette productivité relative pour supposer le salaire horaire. Donc, bon, la relation, elle est, vous voyez, elle est directe. Donc, on a dans les scénarios avec une meilleure productivité, le salaire horaire serait en effet une évolution plus favorable.
Dans les scénarios avec perte de productivité, la compétitivité salariale, elle serait réduite. Okay. Donc, c'est cette compétitivité salariale qui va expliquer ce qui se passera au niveau de la capacité du pays à attirer des travailleurs étrangers. Donc, le solde migratoire qu'on projette, il est lié à ces hypothèses de productivité via les salaires relatifs. Et donc, dans le scénario avec plus forte productivité, le solde migratoire serait plus élevé. Dans les scénarios avec plus faible productivité, le solde migratoire serait plus bas. Dans tous ces scénarios, le solde migratoire serait quand même inférieur à la moyenne de la décennie de 2010 à 2020. Donc, avant Covid, ici on a en effet ici on a en creux, un rebond affecté par la pandémie. Mais si on regarde la moyenne entre 2010 et 2020, on est autour de 10 000. À long terme, on projette un solde migratoire qui serait inférieur à ces 10 000. Donc, dans le scénario plus pessimiste en termes de productivité, le solde migratoire serait de 3 300 personnes en 2070, soit une baisse de presque 60% par rapport à la valeur de 2025. Et dans le scénario plus favorable en termes de productivité, le solde migratoire serait de 7 500 personnes en 2070, soit une baisse moins importante, de 5% par rapport à 2025. Ce solde migratoire va être l'ingrédient utilisé dans les projections démographiques. Et je passe la parole à François. Merci Gabriel. Donc quelques mots maintenant sur les projections donc, purement démographiques. Alors contrairement à ce qui est fait habituellement quand on projette la population, ce qui est fait par les autres instituts, notamment Eurostat aussi, où ce sont des projections purement démographiques, on va faire des hypothèses sur le solde migratoire, sur la fécondité et sur la mortalité. Donc, comme a expliqué Gabriel ici, le solde migratoire, il n'est pas issu d'une hypothèse démographique, mais bien le résultat de différentes hypothèses économiques. Néanmoins, sur ce solde migratoire, donc, qui est issu des hypothèses économiques, on va quand même faire une hypothèse, ça va être la répartition de ce solde migratoire par âge et par sexe. Et donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a observé un peu les tendances sur les dernières années. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, la répartition du solde migratoire par âge et par sexe, il évolue relativement peu au Luxembourg sur les dernières années. Et donc on s'est basé sur la moyenne des 5 dernières années, donc entre 2019 et 2023. Et donc ce qu'on constate, c'est que globalement, le solde migratoire entre hommes et femmes, il est plus ou moins moitié-moitié, mais il y a légèrement un peu plus d'hommes qui migrent vers le Luxembourg que de femmes. Donc, on a retenu ce ratio de 52% d'hommes, 48% de femmes. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a vraiment un pic au niveau des âges actifs, donc entre 20 et 34 ans. Donc, les migrants qui viennent au Luxembourg, ce sont des migrants qui viennent principalement pour travailler, on le voit bien avec les âges. Et ce sont des migrants également qui viennent avec leur famille, notamment des jeunes enfants. C'est pour ça qu'au début des jeunes âges, on a également un niveau un peu plus élevé. Quand on arrive au niveau de l'adolescence, c'est un peu plus bas. Et la dernière tendance qu'on constate, c'est que finalement, au moment de l'âge de la retraite, on n'a pas de solde migratoire qui est réellement négatif. Et donc, on n'a pas vraiment un départ massif des immigrés qui seraient venus travailler au Luxembourg et qui ensuite quitteraient le territoire luxembourgeois pour profiter de leur retraite dans un autre pays que Luxembourg. Donc ça, c'est la moyenne donc observée entre 2019 et 2023, qu'on a maintenu constant tout au long de la projection, donc sur les 45 prochaines années, pour dispatcher le solde migratoire total entre hommes et femmes et différents âges. Comme dans les autres pays, par contre, on a dû faire des hypothèses. Donc, certes, le modèle économique va donner le solde migratoire, mais il faut bien aussi rajouter ce qu'on appelle le solde naturel, donc la différence entre les naissances et les décès. Et donc, pour ça, on a fait des hypothèses purement démographiques. Et la première hypothèse, ça concerne la fécondité. Alors, la fécondité, aujourd'hui, c'est assez difficile à projeter. On est dans une situation où on a une baisse mondiale de la fécondité, qui est en plus assez rapide. Et c'est également le cas au Luxembourg. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 1,2, 1,25 enfants par femme, qui sont des niveaux qui sont très bas, qui ont rarement été observés au Luxembourg.
Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est mondial. On n'est pas unique en Europe, bien que parmi les pays européens, le Luxembourg est dans le peloton le plus bas. Il faut savoir qu'à Malte, c'est 1,06 enfants par femme, donc on est encore plus bas qu'au Luxembourg. L'Italie aussi est très bas. Et donc, c'est difficile aujourd'hui de projeter un peu ce sol migratoire parce que si on continuait la tendance, ben, on continuerait vers le bas et on arriverait peut-être à 0,5 ou même moins en 2070. Et c'est pas quelque chose qui est réaliste en tant que démographe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû revoir un peu nos hypothèses par rapport à nos anciennes projections. Donc, il faut savoir que dans notre projection de 2017, on avait pour 2060, on avait une projection, une hypothèse de 1,6 enfants par femme, donc ce qui est élevé. Mais il faut savoir qu'en 2017, on était plus à un niveau aussi qui était beaucoup plus élevé. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, les premières années, on a stabilisé les taux de fécondité. Et ensuite, on est parti vers un point de 1,5 enfants en 2007 ans. Donc, on voit qu'on a révisé à la baisse notre hypothèse de fécondité. Et on se situe plus ou moins au niveau aussi qu'Eurostat a projeté. Donc, Eurostat a sorti des projections il y a un mois. Eurostat est de mémoire 1,41 ou 42 enfants par femme en 2007 ans. Donc, on est un petit peu plus optimiste qu'Eurostat, mais on reste quand même dans des fourchettes qui sont assez semblables. Alors, pourquoi d'abord il y a eu cette baisse de fécondité? Il y a différents facteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans des moments un peu d'instabilité, notamment économique, et donc il y a des études qui montrent que ça a un effet sur le fait d'avoir ou pas des enfants. Il y a également le fait que de plus en plus les personnes vont avoir une stabilité au niveau professionnel avant de fonder une famille. Au Luxembourg également, on peut prendre en compte les coûts de logement. Il faut savoir que si on a des enfants où on agrandit sa famille, ben, ça peut vouloir dire éventuellement changer de logement, et donc ça implique des coûts. Mais d'un autre côté, d'autres études montrent qu'il y a une volonté pour les femmes d'avoir plus d'enfants que ce qu'elles nous en ont aujourd'hui. Donc on a cette perspective peut-être d'avoir une fécondité un peu plus élevée. Et donc, c'est ce qu'on a projeté. Il faut savoir qu'on est très, très loin du seuil de 2,1 enfants par femme, qui est un peu le seuil mythique, où on a une stabilisation de la population sans migration. Donc, on voit qu'on est bien, bien loin de ce seuil, même si on le projette dans le futur. Au niveau mortalité, c'est un peu plus facile à projeter. Les tendances sont assez claires. Il y a une baisse de la mortalité, donc un gain de l'espérance de vie dans le temps. Voilà. Il peut y avoir des petites fluctuations, mais ce sont quand même des tendances générales. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une réduction en termes d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Donc, l'espérance de vie des hommes a tendance à augmenter légèrement plus que celle des femmes. Et on a un peu continué ces tendances. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc l'espérance de vie des femmes est de 85 ans. Donc, on projette une espérance de vie de 90,3 années. L'espérance de vie des hommes est aujourd'hui de 81 ans et on va jusqu'à 85,6 ou 7 années. Donc, on a également prévu une espérance de vie qui augmente légèrement plus au début de la projection et une certaine stabilisation. On pense que voilà, il y a toujours des problèmes médicaux qui vont arriver, mais on fait l'hypothèse qu'au bout d'un certain temps, les problèmes médicaux seront peut-être plus limités. Et donc, on attend qu'on a fait comme hypothèse d'augmenter l'espérance de vie de manière un peu plus rapide en début de projection plutôt qu'en fin de projection. En termes de population, donc le titre de la présentation et du communiqué de presse qu'on a fait il y a un mois dit bien voilà, qu'on va arriver aux alentours d'1 million de personnes, selon les hypothèses, en 2070. Donc, du scénario le plus pessimiste qui serait donc en dessous du million d'habitants, de 944 000 habitants, mais qui représenterait quand même 37% de plus que la population actuelle, au plus optimiste, où là on dépasse le million avec 1,67 million de personnes, ce qui ferait 54% d'augmentation. Donc on voit qu'on est toujours dans une croissance de la population qui est soutenue et qui est importante comparée à d'autres pays européens, même s'il y a un ralentissement du taux de croissance qui est projeté. En termes, quels sont les facteurs démographiques donc, qui vont expliquer cette croissance de la population? Alors, comme Gabriel a déjà mentionné, et comme dans le passé, c'est toujours le facteur migratoire qui va expliquer l'augmentation de la population. Il faut savoir que sur les dernières années, on est entre 80 et 85% de la croissance de la population est expliquée directement par le sol migratoire. Et je dis bien directement parce qu'il y a aussi une influence
indirects sur le sol naturel. Comme on a vu, ce sont beaucoup de jeunes actifs qui arrivent au Luxembourg, donc ils sont en âge d'avoir des enfants, et donc ça va avoir aussi un impact sur la fécondité. Donc même si pour aujourd'hui le taux de fécondité, les taux de fécondité baissent, on a un nombre de naissances qui se stabilise ou qui augmente légèrement parce qu'on a de plus en plus de femmes qui sont en âge de procréer, et donc on a un peu plus de naissances. Ce qu'on constate, donc toujours la migration. Par contre, à partir de 2050, 55 selon les scénarios, on va là par contre avoir un sol naturel qui sera négatif, c'est-à-dire qu'on aurait plus de décès que de naissances, qui va encore donner plus de poids au sol migratoire pour expliquer la croissance de la population. Et on voit que selon les scénarios, on est certes à des niveaux un peu différents, mais on est dans des schémas ou des trajectoires plus ou moins semblables. En termes du taux de croissance de la population, donc en variation annuelle, il faut savoir que donc, comme on a réduit, on a la projection du sol migratoire est plus faible que ceux observés sur les dernières années, forcément on a un taux de variation annuelle qui est plus bas. On n'est plus aux alentours de 2,5% comme on avait au début de la décennie 2010, mais on se rapproche et on dépasse la barre des 1% à partir de 2040. Donc on voit que c'est une croissance qui est réduite, mais qui est toujours présente au Luxembourg. Un mot maintenant sur nos projections comparées avec celles de la Commission européenne, donc d'Eurostat. Donc, comme j'ai déjà mentionné, le premier point mentionné, c'est que ce sont deux méthodologies complètement différentes. Les projections d'Eurostat, ce sont des projections purement démographiques. Il n'y a pas de facteur économique qui est pris en compte pour faire ces projections démographiques. Les projections économiques interviennent dans un second temps sur base des projections démographiques. Au Statec, depuis 2017, on a décidé d'intégrer les deux optiques, donc d'avoir une cohérence entre les projections économiques et les projections démographiques. Et donc, l'avantage de notre modèle, c'est que finalement, il va être un peu moins sensible aux variations. Donc, on voit ici sur le graphique, vous avez en vert ce qu'on avait projeté en 2017. En rouge, la présentation qu'on avait fait l'année dernière, et en jaune, les chiffres qui vont être publiés cet après-midi. Et on voit finalement qu'il y a assez peu d'écart entre ces scénarios, que certes, on a révisé un peu à la baisse par rapport à ce qu'on avait fait en 2017, mais les tendances et les chiffres sont relativement proches. Si on prend le graphique de droite d'Eurostat, on voit que là, entre Europop, donc en 2019, et 2025, on est sur une tendance qui est tout autre. Et ça s'explique notamment par le fait que Eurostat, comme il n'y a pas de modèle économique derrière, grosso modo, ce qu'ils vont prendre en compte, ça va être les années de prise en compte pour déterminer le point de départ. Et selon une année ou plusieurs années soient prises en compte ou pas, ça peut forcément changer de niveau. Et il y a aussi, au sein de la Commission européenne, cette vision qu'il y aura une convergence européenne en 2150, où c'est-à-dire qu'en 2150, il y aura un sol migratoire nul, on aura tous la même fécondité, le niveau de fécondité serait le même dans tous les pays et l'espérance de vie serait identique dans les différents pays de l'Union européenne. Et donc, c'est aussi forcément des pays qui sont déjà très élevés par rapport en termes d'espérance de vie, ce qui est le cas de Luxembourg. Forcément, ça va avoir un impact plus négatif pour nous de le limiter à un niveau de convergence pour des pays qui sont plus bas aujourd'hui, donc qui vont avoir des gains de mortalité plus élevés que d'autres. Mais si on prend les dernières projections d'Eurostat de 2025, on voit ils sont aux alentours de 960 000 habitants, donc projetés en 2070, et ça correspond plus ou moins au scénario 2 du Luxembourg. On est, je crois, 10 000 personnes de plus, mais pour une fois, on pouvait avoir des divergences assez importantes dans le passé. Cette fois-ci, les résultats d'Eurostat et du Statec sont globalement, en tout cas pour le niveau du scénario 2, plus ou moins identiques. On l'a vu, la population change, une migration moins élevée, une espérance de vie qui augmente, donc une mortalité plus faible, et une fécondité qui, certes, va augmenter, mais qui reste relativement bas. Et donc, ça va avoir un impact sur la structure d'âge de la population. Alors, généralement, on appelle ça une pyramide des âges. On peut dire que c'est un peu du passé. Moi, j'appellerais ça plutôt une toupie des âges. Voilà, la structure, on voit vraiment qu'il y a un impact de la faible fécondité. Donc, on a une base qui est relativement réduite. On a toujours, au mieux, donc, parmi les âges actifs, une part importante parce qu'on a vu les migrants vont arriver parmi ces âges-là, mais on voit que le haut de la pyramide va, au fur et à mesure du temps, augmenter, et c'est dû à la diminution de la mortalité. Donc, on a de plus en plus
de personnes âgées qui seront présentes parmi la population. Et donc, on voit vraiment que et plus la migration sera faible, plus le vieillissement sera important et plus le haut de la pyramide sera conséquent, plus la migration sera importante, plus ça va contribuer à un ralentissement du vieillissement de la population. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 40, la moyenne de la population en moyenne 40 ans. On projette en 2070 la moyenne d'âge de la population entre 46 et 47 ans, selon le scénario le plus optimiste ou le plus pessimiste. En termes de population active, si on regarde d'abord les chiffres absolus, donc sur la partie de gauche, aujourd'hui, on est aux alentours de 440 000 personnes qui sont âgées entre 20 et 65 ans. On voit qu'en chiffre absolu, ça va toujours augmenter. Et en 2070, on arrivera entre 500 000 et un peu moins de 600 000 personnes donc âgées de 20 à 64 ans. Mais on voit que dans les scénarios les plus pessimistes, qu'il y a même un ralentissement en fin de projection, que le nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans diminuerait. Et leur augmentation par rapport à aujourd'hui sera entre 13 et 33% de le scénario. Alors, le scénario le plus pessimiste, donc en rouge, on aurait une augmentation du nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans de 13% pour 33% dans le scénario 4, donc le plus optimiste. Par contre, en part, on voit qu'il y a une diminution de la part de la population d'âge actif entre 20 et 64 ans. Aujourd'hui, on est aux alentours de 64%, et ça se situerait plus ou moins entre 50 et 55% d'ici 2070. Donc, il y aura une perte de 10 points de pourcentage de cette population en âge d'activité. Et donc, par conséquent, on arriverait tout doucement à une part de 50% de personnes en âge d'activité et 50% de personnes en âge d'inactivité, soit des jeunes, soit des personnes de plus de 65 ans. Si on regarde justement les personnes âgées, donc ici 65 ans et plus, ce qu'on constate, c'est que donc vous avez le point jaune, c'est le nombre que ça représente aujourd'hui, donc un peu plus de 100 000 personnes. On avoisinerait dans les 4 scénarios environ 288 290 000 habitants. Donc on voit que l'augmentation de la part des personnes âgées est conséquente, plus 170% par rapport à aujourd'hui. Et c'est surtout leur part qui augmenterait. On le voit, donc aujourd'hui 15% de la population est âgée de 65 ans et plus, et on avoisinerait les 30% d'ici 2070. Et donc ça a un impact sur le ratio de dépendance. Donc le ratio de dépendance des personnes âgées, c'est le nombre de 65 ans et plus sur le nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans. Aujourd'hui, il est à l'ordre de 24%, et on approcherait et voire dépasserait les 50% d'ici la fin de l'horizon de notre projection 2070. Il faut savoir qu'ici, c'est le ratio de dépendance qui est calculé uniquement sur les résidents. Il faut savoir que généralement, c'est comme ça qu'il est calculé dans les différents pays de l'Union européenne. Au Luxembourg, il y a également le facteur frontalier à prendre en compte, parce que certes, il contribue au Luxembourg, mais le Luxembourg paye aussi les pensions des personnes frontalières. Et par exemple, l'année passée, je fais juste en publicité sur le rapport travail et cohésion sociale, on avait parlé sur le vieillissement. On avait essayé d'estimer le rapport de dépendance en prenant en compte les frontaliers. Et donc, comme j'ai dit aujourd'hui, il est l'ordre de 24%. Si on prenait les frontaliers, il serait l'ordre de 32 à 33%. Donc, plus élevé. On aurait tendance à penser que si on prenait en compte les frontaliers, ce rapport de dépendance diminuerait. En fait, c'est l'inverse. Aujourd'hui, il y a plus de pensions qui sont payées vers l'étranger que de frontaliers qui viennent travailler au Luxembourg. Et donc, ça a un impact aussi sur le rapport de dépendance. Voilà. Je repasse la parole à Gabriel pour l'économie. Alors, quelques slides. Donc, première, c'est sur l'emploi. Donc, à long terme, on voit que l'emploi dépend des hypothèses de productivité. La logique est la suivante: avec plus de productivité, les salaires sont plus attractifs, avec plus de travailleurs étrangers. Comme on fait des hypothèses sur le taux d'emploi et le taux de participation et le taux d'emploi par âge, ça, ce sont des hypothèses exogènes. Quand on a plus de personnes qui vont arriver sur le territoire, qui sont en âge de travailler, on aura plus d'emplois, et ça mécaniquement va créer le cercle vertueux de plus de croissance
qui va attirer plus de travailleurs, et ainsi de suite. Donc, dans les scénarios qui ont une meilleure productivité, comme je dis, il y a une croissance économique à la fois intensive et extensive. Donc, il y a une croissance via la productivité, mais une croissance aussi via l'emploi. Donc, on a une demande de main-d'œuvre qui sera en hausse, malgré des gains de productivité. Et donc, l'emploi total se situerait entre 735 000 dans les scénarios plus favorables pour la productivité, entre ça et 927 000 pour les scénarios plus favorables en termes de productivité. Donc ça inclut bien sûr les frontaliers et les résidents. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a des hypothèses sur le taux d'activité et le taux d'emploi. Donc, dans les hypothèses, les 50 ans et plus travailleraient plus longtemps. Donc, l'idée, ça se justifie par, déjà à la fois, il y a une hausse du niveau d'éducation, et là je fais à nouveau la pub du TCS. Donc, il y a une hausse du niveau d'éducation qui contribuerait au prolongement des carrières, notamment les carrières col blanc. Il y a, donc au cours du temps, ce qu'on constate, c'est une augmentation du nombre de personnes au niveau de l'emploi national. Il y a une augmentation de personnes âgées. Okay. Et quand on fait la comparaison de 2070 avec aujourd'hui, cet effet il ressort très bien. Donc, à long terme, les plus de 45 ans auraient une part relative plus importante dans l'emploi national et les moins de 45 ans auraient une part relative inférieure. Au niveau de la croissance, bon, le premier diagnostic, c'est la croissance du scénario 1 au scénario 4 à long terme. Elle serait positive, pour ainsi dire. Dans le scénario plus pessimiste, elle serait presque nulle. Okay. Alors que pour le scénario plus optimiste, elle serait autour de 2 points. Donc, quelques constats à faire. Première chose, cette évolution de la croissance potentielle, ça représente un ralentissement vis-à-vis des dernières années. Pas des dernières années toutes récentes, mais au cours de dernières années, je veux dire, au cours des 2 dernières décennies. Bon, il découle de facteurs conjoncturels et structurels. Hein, donc, la partie, on a le vieillissement, comme François l'a dit, qui est à la fois par le haut, mais aussi par le bas. Donc, on a un allongement de l'espérance de vie, on a une baisse de la fécondité. Donc, ça fait que on a un effet qui pèse sur la croissance, et ça, c'est normal. Le levier de l'immigration, que jusqu'à présent avait permis de compenser ça, il est limité, comme la projection suggère. Donc, on aurait une évolution de la migration qui serait plus faible que par le passé. Donc, le tout ensemble, on est à des rythmes de croissance qui sont plus bas que par le passé. Ça, remettre dans une perspective plus récente. En fait, le potentiel de croissance récent, il a été plus faible que prévu sur la dernière année. Donc, ce matin, je regardais encore qu'est-ce qu'on avait prévu pour le PIB potentiel de la croissance il y a 10 ans, après la note de conjoncture de fin d'année 2016. À cette époque-là, on était encore autour de 3% de croissance potentielle. Ce n'est plus le cas. On a une révision à la baisse. Pour les résultats, donc, je ne peux pas lire chaque chiffre en détail, mais le message clé est que peu importe le scénario, on a une population totale qui serait autour de 1 million à 2070. On a quand même des différences remarquables au niveau du ratio de dépendance. Donc, même si donc le tableau présente le plus optimiste, le scénario plus optimiste au plus pessimiste. Donc, on a un ratio de dépendance à long terme de 49% pour le plus optimiste contre 58% pour le plus pessimiste. Ici, ce sont les rythmes de croissance potentielle en moyenne.
Donc, on voit que le scénario le plus pessimiste, on aurait une croissance moyenne légèrement supérieure à 2% sur l'ensemble de la période, et une croissance potentielle moyenne légèrement au-dessous de 1% sur la période. On a voulu évaluer de quelle mesure ces résultats dépendent des hypothèses sous-jacentes. Et ça, je laisse la parole à François pour vous faire un petit topo. Donc, comme mentionné, on a 4 scénarios principaux, mais on a également essayé de voir, en changeant certains facteurs parmi un scénario, de voir quel impact avait ce facteur. Et donc, pour ça, on a fait des analyses de sensibilité. Vous trouverez beaucoup plus de détails dans la publication qui va sortir cet après-midi. Ici, je vais passer très brièvement pour me laisser du temps s'il y a des questions. Donc, ce qu'on a changé comme paramètre, jouer un peu, c'est une perte de pouvoir d'achat ou un gain par rapport aux pays voisins. Donc, il faut savoir que dans le scénario central, on a maintenu constant ce ratio autour de 20%. Et donc, on a essayé de voir si on faisait une perte de pouvoir d'achat donc sur le long terme ou une convergence entre le Luxembourg et les pays voisins sur le long terme. On a également dans d'autres joué sur le paramètre de la part des frontaliers. Donc, il faut savoir que dans les 4 scénarios qu'on vous a présentés, donc, grosso modo, il y a 50% de frontaliers et 50% de personnes résidentes. Ici, on a essayé de jouer si on diminuait ou augmentait ce ratio de frontaliers entre 1 tiers et 2 tiers. On a également, dans les hypothèses économiques, joué sur le taux d'activité, donc soit une hausse ou une baisse. Et dans la partie démographique, on a essayé de voir également, donc là, il n'y avait qu'un seul scénario sur la fécondité et la mortalité. On en a ici fait plusieurs. On a également prévu une hausse de la fécondité, donc plus importante de ce qu'on a fait. Donc, voir vraiment l'impact de la fécondité uniquement. Et donc là, on a été jusque 2,1 enfants par femme en 2070, où on a visé le niveau le plus bas observé actuellement, donc Malte 1,06 en 2070, pour voir justement juste l'impact de la fécondité sur l'évolution de la population. Le taux de mortalité, on a soit vu une mortalité plus importante que projetée dans les scénarios principaux. Donc là, on a maintenu constant les taux de mortalité actuels, ou on a augmenté l'espérance de vie, donc une mortalité plus faible pour voir l'impact de ça. Et ce qui sera, vous verrez, intéressant, c'est de jouer un peu sur le solde migratoire. Et donc là, on a fait une hypothèse forte, mais comme on est bien dans une analyse de sensibilité, c'est pour l'impact du facteur migratoire. On a fait une hypothèse où, à partir de 2040, le solde migratoire serait de 0, et on va voir quel résultat ça peut donner en termes de population. Alors, je ne vais pas passer non plus en revue tous les chiffres ici, je vais vraiment passer, on va se focaliser sur le solde migratoire et sur l'emploi. Donc, ce qu'on constate, c'est que finalement, s'il y a une baisse du coût de la vie au Luxembourg, donc c'est-à-dire qu'on va se rapprocher des pays voisins, on va avoir que ça va être attractif pour les personnes de venir au Luxembourg. Et là, on serait, donc on aurait un solde migratoire qui serait très élevé, il serait aux alentours de 13 000, je ne sais pas si il serait aux alentours de 13 300 en 2070. Donc ici, on est dans le scénario le plus optimiste et on a désigné une population qui serait aux alentours de 1 200 000 personnes. Si le taux d'activité est bas aussi, on voit que ça aura un impact aussi. Là aussi, on serait environ 100 000 personnes de plus par rapport au scénario 4 sans cette variation. Et donc, on voit qu'il y a un impact du solde migratoire. Si on prend le scénario 4 des hypothèses démographiques, ce qu'on constate, si on prend le solde migratoire nul, donc à partir de 2040, on voit qu'on aura une population en 2070 de 720 000 habitants. Il faut savoir que, comme on l'a dit, on est 690 000 aujourd'hui, donc on aurait quasi une stagnation de la population. Et si on continuait le trend après 2070, on aurait une diminution de la population par rapport à aujourd'hui. Donc on voit que le facteur migratoire, qu'on a déjà expliqué à travers notre présentation, qui est le facteur principal qui explique la croissance démographique, elle joue un rôle conséquent. Et plus la migration va se rapprocher de zéro, plus la population serait celle qui est observée aujourd'hui, mais en horizon de 2045. Si on regarde les hypothèses de mortalité basse ou de fécondité, on voit que c'est un peu moins d'impact que le solde migratoire. Donc c'est vraiment le solde migratoire qui est le facteur principal. Et c'est pour ça que dans nos scénarios principaux, on n'a pas fait d'alternative entre une fécondité plus hausse ou plus basse, parce que finalement, on voit
que ça a un impact relativement limité et que c'est vraiment la migration qui doit être bien pris en compte, et c'est ce qu'on a essayé de faire en utilisant également des hypothèses économiques pour qu'il y ait un lien logique et cohérent. Voilà. Pour terminer, quelques autres conclusions. Oui. Je te laisse la parole. Alors, en 4 points, avec un disclaimer à la fin, je vous ai parlé des limites. Donc le premier, la population du Luxembourg, elle va continuer de croître, mais de façon différente. La population, elle serait entre 940 000 et 1 070 000 dans les 4 scénarios de référence en 2070, mais le rythme de croissance serait inférieur à la moyenne historique depuis le début du siècle. Il serait inférieur à 1%, et dès 2040, on aurait le solde naturel qui serait négatif. Le deuxième point, donc la migration, elle reste le moteur démographique et économique du Luxembourg. Je jump pour le troisième, mais ce moteur tourne à la vitesse imposée par les gains de productivité. Donc sur le premier point, comme François vous a montré, la migration, elle reste le principal contributeur à la croissance. Et sans migration après 2040, donc c'est un scénario extrême, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de personnes qui viennent au Luxembourg, mais ça veut dire que tous ceux qui arrivent sont compensés par ceux qui partent. Okay. Donc dans ce scénario extrême, on aurait une contraction de la croissance potentielle à partir de 2050, si je me rappelle bien. Ce qui sous-entend qu'on n'a pas suffisamment de renouvellement, de création d'emplois pour produire, pour garder le même niveau de vie. Donc on a c'est ça l'interprétation économique. Donc on doit revoir la baisse de notre niveau de vie. Concernant la productivité, s'il n'y a pas de gain de productivité, l'attractivité va s'éroder et la croissance potentielle aussi. Donc c'est le scénario plus pessimiste, on a une croissance potentielle à tonnes à long terme. On a un vieillissement de la population qui est inévitable, avec un ratio de dépendance qui va atteindre des choses dans la fourchette de 49-58%. Qu'est-ce que ça veut dire? On a un vieillissement inévitable, mais plus de productivité permettrait d'atténuer un petit peu cette augmentation ou le poids de ce vieillissement. Alors, les projections donnent un cadre. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un chiffre unique, mais plutôt une fourchette qui, l'objectif est d'éclairer les choix politiques et économiques à long terme. Sur les limites, et peut-être j'anticipe déjà quelques questions. Alors, première limite. Alors, le logement et l'infrastructure, bon, il y a des tensions, tout ce qui est lié à l'offre de logement, à la conjonction, à la partie du trafic pendulaire, donc les bouchons, pour ainsi dire, et ce qui est hausse des coûts de construction. Ce sont des choses, évidemment, qui peuvent peser sur le pouvoir d'achat relatif et sur la capacité du pays à attirer des talents étrangers. Ça, ce n'est pas modélisé. Comme François a dit, on a dans des scénarios de sensibilité, on évalue dans quelle mesure une augmentation ou une diminution du coût de la vie relatif aurait un impact sur les projections, mais on ne fait pas de modélisation spécifique sur les logements, ni sur le temps de transport, qui sont des variables pertinentes pour le flux de travailleurs étrangers. Deuxième chose, donc intelligence artificielle et tout ce qui est lié à une disruption au niveau des nouvelles technologies. Donc on a un impact, on va dire, implicite. Pour ceux qui ont lu le rapport de l'OCDE de début d'année, où ils ont 4 scénarios possibles sur les 5 prochaines années sur l'IA, ça fait beaucoup penser à nos 4 scénarios, même si à l'époque où on a conçu ces 4 scénarios, l'IA n'était pas vraiment la discussion, mais donc, sur l'IA, on se pose la question, est-ce que l'IA va donner des gains de productivité? Comment? Pour
est-ce que tous les investissements qui sont engagés, est-ce qu'on va avoir vraiment un spillover général sur la productivité? Donc, ce sont des questions qui sont posées. Ces questions sont tout à fait pertinentes. Elles ne sont pas vraiment modélisées ici de façon explicite. Dans quelle mesure ça va impacter l'emploi, ça reste incertain, et aussi les impacts au niveau sectoriel. Donc, on sait que le secteur des services va probablement être beaucoup plus affecté, et donc il se peut que l'impact sur l'emploi soit important. Donc ça, ce n'est pas intégré. Encore, je dirais, parce que c'est des questions qu'on se pose, et je pense qu'on ne pourra pas ne pas les traiter. Troisième, c'est tout ce qui touche à un volet plus social, de cohésion et intégration. Donc, la capacité d'intégration, là, on pense aux institutions, la culture, la langue. C'est évidemment des déterminants à la capacité à attirer des travailleurs étrangers, et ça, ce n'est pas modélisé aussi. Et enfin, tout ce qui est choc géopolitique, migratoire. Je pense que, surtout, quand on parle de géopolitique, les 3 dernières années ont été particulièrement animées. Cela a un impact, évidemment, sur la migration. Et ici, ce n'est pas intégré. Donc, on suppose, en quelque sorte, la politique a changé ou on ne considère pas ces choses-là. Bon, avec ça, je conclue. À vous de poser des questions. Merci beaucoup. Il y a une première question dans le chat. On peut essayer de l'afficher là. Maintenant, je peux vous la lire. Là, c'est long. Vous dites que depuis 2 décennies, la productivité est nulle. Bon an, mal an. Et votre courbe est descendante. Votre courbe de productivité relative baisse aussi, mais je n'ai pas vu si elle reste positive dans le passé récent. Or, la productivité est à la base de votre modèle éco-démographique. Cette productivité passée est donc bien moins nulle en moyenne que chez les voisins. Cette moindre nullité relative explique-t-elle donc tout de même la croissance démographique exceptionnelle que vous décrivez jusqu'à la fin des années 2010, quand bien même cette productivité est nulle dans l'absolu? Alors, bon, on va essayer de... Donc, il y a 2 choses. Une chose, c'est la variation, autre chose, c'est le niveau. Donc, cette productivité, en termes relatifs, elle reste plus élevée, mais, donc ça, c'est le niveau. Donc, on a un niveau de productivité qui est supérieur, mais l'évolution de cette productivité relative, elle est décroissante. En termes de salaire, donc dans notre modèle, et ces choses-là sont présentées dans la publication plus en détail, il y a un premier lien qui est celui de la productivité horaire relative et les coûts salariaux relatifs. Et ensuite, à partir du coût salariaux relatif, on déduit les salaires. Donc, pas le coût salarial, mais plutôt les salaires. En PPA, donc en tenant compte des différences de coût de la vie. Donc, ce qu'on voit, c'est que au cours des dernières années, depuis les années 2000, on a une première phase de 2000 à 2010 où on a une productivité horaire qui est relativement stable. Le trait ici, ça évolue autour d'une moyenne où on n'a pas de perte. Donc, c'est d'autres facteurs qui ont expliqué ce gain au niveau salarial. Je pense à la diminution de charges. De charges vis-à-vis des pays voisins. Donc, ça rend le salaire plus compétitif. Et donc, c'est cette augmentation ici des salaires horaires qui explique l'augmentation du solde migratoire. Entre 2010 et 2020, on a une baisse de la productivité, une baisse des salaires. Le solde migratoire, il est relativement stable, c'est ce que je vous ai montré, il évolue autour d'une moyenne avec des fluctuations.
Mais les salaires restent quand même attractifs. Pas oublier. Par la suite, on suppose que l'évolution des salaires, à long terme, elle est expliquée uniquement par la productivité. Donc, l'idée, c'est des différences de dynamique de court terme et long terme. À long terme, c'est la productivité qui peut expliquer les évolutions des salaires et donc de la capacité du pays à attirer ou pas des travailleurs étrangers. J'ai une deuxième partie de ma question. C'est par ailleurs, comment se comporte le taux de descendance finale par rapport à votre taux de fécondité baissier, maintenant à 1,25. Le taux de dépendance plutôt général. Ah, ok. Le taux de dépendance finale, Le taux de descendance, finale, ça m'échappait. Alors, on peut aller ici. Taux de dépendance par rapport au taux de fécondité. Oui. C'est ici. Si on voit que donc on projette une fécondité donc, qui est plus basse que celle projetée dans les scénarios centraux, donc là on est dans les scénarios centraux, on a 1,5 enfants par femme en 2070. Ici, dans la fécondité de base, on est à 1,06. Donc on voit que le rapport de dépendance, finalement, si on prend le scénario 4, il change relativement peu. Il y a 2 points de pourcentage en plus, mais grosso modo, on a 50%. Si on fait une fécondité hausse, où là, la fécondité est projetée à 2,1 enfants par femme, donc c'est un niveau quand même qui est très élevé, qui n'a plus été atteint au Luxembourg depuis bien longtemps. Là, effectivement, le ratio de dépendance des personnes âgées diminue un peu, on serait aux alentours de 47%, mais on est toujours à des niveaux qui sont élevés. Et la différence, finalement, par rapport au scénario classique, ou sans plus central, est relativement faible, c'est 2 points de pourcentage aussi. Relativement peu d'impact. J'ai une autre question sur le chat au fond. Les scénarios de migration et fécondité étant les plus compliqués à faire, ne devrait-on pas indiquer les probabilités de réalisation de ces scénarios? Pourquoi ne pas faire une approche probabiliste pour les migrations et fécondité pour compléter l'approche déterministe que vous faites déjà? Dans certains pays, c'est ce qui est effectivement ce qui est fait. C'est vrai qu'on n'a pas pris cette approche au Luxembourg, mais on pourrait effectivement y penser pour le futur. Ici, on a vraiment essayé de répéter le modèle de 2017 en faisant des ajustements. Mais effectivement, la question se pose. Alors, généralement, le plus compliqué à projeter, c'est la migration, parce avoir un modèle démographique qui explique la migration, c'est assez compliqué. Il faut savoir que déjà au Luxembourg, justement, on essaye de lier l'économie et la migration pour essayer de les estimer ou de projeter au mieux cette migration. La fécondité, dans le passé, était plus facile à projeter, parce qu'il y avait des tendances plus claires, il y avait 2 modèles démographiques. Aujourd'hui, le modèle, si on regarde la tendance, c'est vers la baisse, vers la baisse, vers la baisse. Est-ce que c'est réaliste que ça diminue? Encore peut-être un peu oui, mais jusqu'à un niveau proche de 0, sûrement pas. Donc effectivement, là, c'est plus difficile aujourd'hui à projeter, et c'est une option, une optique qu'on peut envisager dans le futur. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce sujet. Bon, juste ajouter une petite remarque sur ce graphique-là. 2 remarques. Donc la première, c'est que cette approche de modéliser le sol migratoire de façon endogène, comme on dit, contrairement à exogène, il montre déjà des différences sur le court terme. Donc la distance de la courbe pointillée verte par rapport à la noire, elle est moins importante que quand on regarde les projections d'Eurostat sur la même période. Donc même sur, il ne faut pas aller jusqu'à en futur éloigné pour voir ces différences, même en futur plus proche, on voit déjà qu'il y a un écart entre ce qui est observé et ce qui avait été prévu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième est que les projections ici du STATEC, on les a mises sur un même graphique pour faciliter la comparaison. Mais pour ceux qui étaient présents au séminaire économique il y a 2 ans et qui ont lu la publication de 2017, ceux qui n'étaient pas présents, le séminaire a été enregistré, donc vous pouvez le regarder. Je fais la pub. Et la publication, elle est disponible, vous pouvez la lire.
c'est le cœur du modèle est le même, mais l'approche, elle est un peu différente. Ici, le jeu, l'objectif était de donner des trajectoires de productivité nécessaires pour atteindre des cibles de croissance. Donc là, ici, c'est une moyenne calculée sur des trajectoires de croissance du PIB allant de 0% à 4,5%. C'est très important qu'on projette. Alors que l'approche qu'on utilise depuis 2024, elle inverse un peu les choses. On détermine la productivité et on laisse le PIB endogène. Et la fourchette de croissance, elle est entre 0 et 2%. Donc en fait, la comparabilité ici, surtout à long terme, elle n'est pas évidente. Okay. Mais donc, par contre, ces deux courbes, la jaune et la rouge, elles sont comparables. C'était juste une petite remarque de compréhension, parce que bon, ce n'est pas dit et que peut-être certains parmi vous n'ont pas lu les publications de référence. Voilà. Il y a d'autres. Question non plus dans le chat. Pas d'autres questions. Donc, si par contre vous aurez encore une question, vous pouvez toujours nous la faire parvenir via info@stadec.fr. Et c'était déjà indiqué par Gabriel, la présentation et la liste seront disponibles dans l'après-midi, ainsi que l'enregistrement qui probablement ne sera disponible que la semaine prochaine. Merci à tous. Merci.